On est dans, on est donc dans les 9 jours, des jours tristes, si on peut dire. On va dire un mot chassidique, on va dire un jour amer. Parce que la tristesse, c'est quelque chose qu'il faut enlever de nous-mêmes, mais l'amertume, par contre, il faut être amer sur les choses négatives, et parce que l'amertume peut être changée en douceur. Et quand on se renforce dans tous les yanis, vous savez tous ce minac d'ailleurs, de faire des sioumim. Bon, j'ai eu l'occasion de faire de nombreux sioumim, donc pour l'instant j'en ai pas un comme ça, alors égal echad. Mais il faut quand même se renforcer dans la Mouna de Mashiach. On sait très bien que Mashiach naît, comme ça dit notre tradition, le jour de Tisha B'Av, le 9 Av. Donc c'est une période tout à fait positive. Et donc, je vais commencer quelques minutes, le shiur, par un petit wort, un petit mot, une sikha, qui nous donne donc la Emouna, qui nous renforce dans notre Emouna, dans Mashiach. Dans la paracha qu'on a passée la semaine dernière, on nous rapporte la chose suivante, au nom du Yerushalmi, le Talmud Yerushalmi, dans Bikurim, un Sechet Bikurim. Bikurim, c'est les nouveaux fruits qu'on a portés donc à Shavuot, au Beth Amikdash. Des En Meviim Bikurim, Minachalat Benegad ou Bnei Reuven. Vous connaissez toute l'histoire, vous avez suivi les parachiotes, que les Benegad et Bnei Reuven, lors de la conquête d'Eretz Israël, qui a duré pendant 7 ans, eh bien, ils se sont trouvés du côté du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, qui correspond à une partie de la Jordanie actuelle. Ils ont trouvé que les terres étaient tellement verdoyantes, étaient larges, étaient spacieuses. Alors ils ont dit, ben écoutez, on va rester ici. Très très curieux. C'était pas dans l'absolu ce qui était prévu pour la conquête d'Israël. Et puis vous connaissez toutes les aventures qui sont arrivées. Mon cher Rabbeinu a dit quoi, vous allez recommencer, encore comme les Meraglim. Oui, pas du tout, pas Chas de Shalom, Chas de Shalom. On va faire la guerre jusqu'au bout, on s'engage. Le fameux Tnaï des Bnei des Bnei Rouven, la fameuse condition. Si vous faites la guerre avec nous, alors on vous octroie ces terres, et sinon, non. Ce qu'on appelle le Tnaï Kafoul, positif, négatif. Si vous le faites, alors on vous le donne, et si vous ne le faites pas, on ne vous donne pas. Donc on insiste sur les deux côtés du Tnaï, de la condition. Finalement, cela a été accepté, et ils ont fait la guerre jusqu'au bout, ils ont compris ils ont rempli leur contrat, et se sont retrouvés donc de ce côté du Jourdain, quoi, précisément, la Machala, l'héritage des Bnei des Bnei Rouven. Eh bien, nous dit le Yerushalmi qu'on n'apporte pas des bikurim de là-bas. De cette partie, donc, on n'apporte pas des bikurim. Pourquoi les Tishena Bichlal Adama Natatali. Ça ne fait pas partie de la terre que tu m'as donnée. Ils l'ont prise quelque part. Certes, avec l'accord de Moshe Rabbeinu, certes, Hacham avait accepté, mais elle n'a pas été donnée directement par Dieu, donc elle n'a pas le srout, le mérite que l'on puisse apporter des bikurim, donc les prémices, les premiers fruits les plus beaux de ces terres-là. Chose étonnante, on a l'habitude de dire que ces terres ont été données à Bnei Gad, les enfants de Gad, Bnei Rouven, les enfants de Rouven, et Chati Shevet Amenaché. Chati Shevet Amenaché, la moitié d'une partie de la tribu de Ménaché s'est installée là-bas. Et là, par contre, quelque chose de curieux, étant donné qu'eux-mêmes ne l'ont pas choisi, elle a été octroyée, attribuée par Moshe Rabbeinu, donc on peut appliquer sur cette partie-là qui appartenait au Bnei Ménaché, le pasouk Menatati. Et donc, de cette partie qui appartenait au Bnei Ménaché, on pouvait apporter des bikurim. Très, très curieux. 2 poids, 2 mesures. Pourquoi? Tout simplement parce que eux n'ont rien demandé, on leur a octroyé comme cela. La question qui se pose dans ces événements, c'est vraiment les aventures du Chumash, puisque eux n'ont pas désiré spécialement cette terre-là. Pourquoi Moshe Rabbeinu leur a donné? Quel est le point qui a fait qu'il leur a dit, bon écoutez, vous ne le demandez pas, donc ça vous est octroyé directement par Hachem, elle n'a pas cette espèce de statut un peu négatif. Je vous apporte les mots d'ailleurs, c'est des mots durs, que dans la mesure où les Bnei Gad et Bnei Rouven ont réclamé une terre qui n'était pas destinée pour eux,
eh bien, on dit que c'est une nachala mevohelet, un héritage, je vais traduire mevohelet, hâtif. C'est une partie que vous avez obtenue comme ça, de akraï, comme ça en passant, mevohelet, mevohal. Donc, ils n'ont pas eu le mérite que de cet héritage-là, hein, on puisse extirper les bikurim, les premiers fruits qu'on a portés en louange à Hachem, en remerciement à Hachem. Par contre, les Béné Ménaché, eux, oui, ils ont eu ce truc-là. Ils ont eu ce truc que cette terre qui n'était dans l'absolu pas réservée à la conquête d'Eretz Israël, quand même, étant donné que ça leur a été octroyé, eh bien, ils pouvaient apporter de Bikurim. Alors, on se pose la question, pourquoi ça leur a été, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Pourquoi Moshe Rabbeinu a senti, il a eu une argacha comme ça, qu'au Bnei Gad, il fallait, au Bnei Ménaché, il fallait leur donner une partie de cette terre. Bon, ce sont des questions simples, mais quelquefois, hein, on voudrait comprendre un peu le pshat dans le fromage. Là, dans une sikha, le rabbi nous dit un chidouche, un très beau mot, un très beau chidouche. Vous savez qu'il est marqué dans le Midrash que dans les temps futurs, et très bientôt, Be'ezrat Hashem, un béatide, Akadosh Baruch Hu le'arechiv et haaretz v'yiten lanu gam eretz knizi kadmoni vekeni knizi vekadmoni. Quand Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu va élargir les frontières d'Eretz Israël. Il va nous octroyer ce qui a été promis à Abraham Avinu dans le Brit Ben Abetarim, dans l'alliance entre les morceaux coupés. Ce que le clan Israël a conquis lors de la conquête, ce n'était pas tout à fait toutes les frontières qui étaient prévues à Abraham Avinu. Pour des raisons, Sodachem Liréa, certaines raisons, ce manque-là, ces terres de Kéni, Knizi et Kadmoni nous seront attribuées dans un temps futur, Béatid, quand Mashiach va venir. Et ces parties-là, en tout cas une certaine partie, fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, de l'autre côté du Jourdain. Alors vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec la tribu de Ménaché? Pourquoi la tribu de Ménaché, on va leur donner cette terre qui n'est pas encore le vrai Eretz Israël de la conquête, mais qui est le Eretz Israël promis à Avraham Avinu? Quelle est la particularité de cette tribu? La première particularité d'abord, vous savez que les Bnot Slofrad sont de la tribu de Ménaché. Et on a vu qu'elles ont été Mechadesh, une halakha qui avait été oubliée. Cette halakha que lorsqu'il n'y a pas de garçon pour hériter l'Eretz Israël, ce sont les filles qui héritent. Donc c'était des filles de grande envergure, et qui désiraient, elles n'ont pas compris pourquoi, hein, leur père étant décédé, eh bien, elles n'auraient pas droit à un chélek, une partie d'Eretz Israël. Elles ont eu raison. Hachem leur a donné raison. Les Bnot Tzeofrat, par amour d'Eretz Israël, de la terre d'Eretz Israël, elles ont réclamé, elles ont gardé cette chose-là. Elles ont gardé cette partie qui était octroyée à leur père. On Rabbi ajoute une autre svara aussi de l'amour que cette tribu avait pour la terre d'Eretz Israël. C'est que lorsqu'on a apporté les Nevi'im, les korbanot des Nessim, lors de l'inauguration du Mishkan, eh bien, les korbanot qui étaient liés à la tribu de Ménaché avaient un rapport étroit avec Eretz Israël, avec la terre d'Eretz Israël. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est une tribu qui s'est distinguée par la mitzvah d'installation de Yishuv Eretz Israël, de l'amour d'Eretz Israël. Et c'est ça qui a fait que on leur a donné, Hachem leur a donné à eux, non pas comme les Bnei Gad et Bnei Reuven, sur lequel on a dit que c'était une nachala mevohelet, un héritage hâtif qu'ils n'auraient pas dû avoir, ils auraient dû rentrer, passer de l'autre côté du Jourdain. Pour eux, non. Ça veut dire un point extraordinaire, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils vivaient déjà le temps messianique. Ils vivaient déjà le temps où, un jour, Béatid, les frontières d'Eretz Israël seront élargies, où toute cette partie fera partie des frontières d'Eretz Israël. Et comme eux, ils avaient un immense amour d'Eretz Israël,
Hachem leur a attribué une partie qui ne sera la nôtre qu'à l'arrivée de Mashiach. Voilà ce petit mot, c'est comment dire, un petit mot, petit peut-être par la taille, mais grand par la signification, par l'impact. Une tribu qui a le vrai Avat, Eret Israël, Admat Israël, la terre, le sol d'Eret Israël, eh bien, cet amour-là a fait qu'ils vivent déjà dans le futur, parce que dans le futur, les frontières seront encore élargies. Bezat Hashem, qu'on ait le srout de le voir avec nos yeux, hein, très très bientôt, qu'on puisse voir que toute cette partie-là sont partie intégrante de Eret Israël, Shel Atid Bezat Hashem. Voilà donc le mot que je voulais dire dans ces jours que l'on vit, ces 9 jours que nous vivons maintenant, des jours pas faciles, des jours de Gvoura, il faut faire attention. On demande souvent, est-ce qu'on peut aller faire des promenades, etc. J'ai l'habitude de répondre, il n'y a pas d'interdiction dans les GAN Israël, on occupe les enfants, on fait des promenades, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut redoubler et même tripler, quadrupler de vigilance. Une grande vigilance, c'est connu, ça a été connu dans le cas d'Israël, que c'est une période de gvoura, de dur, de dinim, et qu'on a toujours peur des choses négatives qui peuvent arriver. Donc, dites aux morim, aux morot, à tous les responsables qui s'occupent des enfants de redoubler de vigilance pendant ces moments-là. Et en faisant plus attention que d'habitude, tout se passera bien. Nos enfants seront toujours brim, en bonne santé, ils vont prendre des forces pour ensuite réaborder une année nouvelle avec des forces nouvelles. Car Kové Hachem, Yarchifouka, ceux qui ont un tikva en Hachem, c'est sûr que leurs forces vont se renouveler. Voilà donc le mot que je voulais dire. Et maintenant, nous allons passer donc à la partie halachique. Je pense que beaucoup se sont connectés maintenant. Je vais juste allumer la lumière parce que comme je ne sais pas comment c'est en Eretz Israël, mais en France, comme d'habitude, c'est très, très variable. Et donc, le ciel vient de se couvrir et l'obscurité vient de rentrer dans mon bureau. Donc, avant de reprendre le cycle classique, vous avez remarqué ce que je fais depuis quelques semaines. Je suis en train de vous faire ou refaire, en ajoutant parfois des halachot, les melachot de Shabbat, en les prenant dans l'ordre inverse. L'ordre inverse que l'ordre habituel. Il y a un ordre dans la Mishnah. Là, j'ai pris l'inverse. J'ai commencé par Makeba Patish, donc le dernier coup de marteau. Donc, ce sont les derniers melachot. Nous avons fait aussi Bonnet Vessoter, ce sont les derniers melachot. Construire et détruire avec l'intention de construire, etc. Nous allons continuer aujourd'hui avec, nous avons parlé de la semaine dernière, s'il y a des questions d'ailleurs, je suis toujours à votre disposition, de faire une mechitza, ce qu'on appelle une mechitza dans la terre, auparavant, qu'on a le droit de mettre un paravent entre les hommes et les femmes pour pouvoir faire la tefila. J'expliquais pourquoi, parce qu'on n'est pas obligé de mettre les nashim dans un autre reshoot, de créer un autre reshoot pour faire la tefila. Donc en fait, le paravent n'a qu'une fonction de tzniout, juste pour qu'on ne voit pas les nashim, mais on n'a pas besoin de créer et les mettre dans un autre reshoot. On peut faire la tefila même qu'on est dans le même reshoot. Par contre, dans le cas, je peux vous apporter un exemple, où on est obligé par exemple de mettre une mechitza, est en train de faire le birkat Amazon et un enfant qui laisse de la tsoa, une couche comme ça sale, eh bien on n'a pas le droit de faire birkat Amazon devant une tsoa. Donc, mais si on met un paravent, alors donc on met la tsoa dans un autre reshoot, donc on est obligé de créer un reshoot, et donc ceci est interdit parce que le paravent n'a pas une fonction de tsiniout seulement, de pudeur, il a une fonction de créer un reshoot. Ou bien inversement, devant une herva, on n'a pas le droit de dire une bracha devant une herva, donc quelque chose qui est dénudé. Eh bien, si on met donc on met un paravent et donc on met la herva dans un autre reshoot, donc ça on a le droit, eh bien dans ce cas-là, on fait ce que l'on appelle une mechita materet, une mechita qui m'attire quelque chose, qui crée un reshoot, comme le dernier exemple que j'ai apporté, remettre la troisième mechitza d'une souka, donc recachériser la souka, parce qu'il en faut 3 minimum,
Hein, la reposer, c'est interdit. Par contre, s'il y a la quatrième mechitza qui est tombée, hein, le quatrième dofan, on a le droit de le remettre parce que de toute façon, la souka est kshera avec 3 et la quatrième, ce n'est qu'un luxe, c'est un plus, ça c'est permis. Voilà donc un petit résumé de quelques halachot que nous avions vus. Et tout à l'heure, Bezrat Hashem, on va aborder la malacha de effacer et son contraire, c'est d'écrire, avec toutes les implications au niveau des gâteaux, avec des écritures dessus, etc. Mais avant, je voulais vous parler d'un sujet qu'on a eu l'occasion d'aborder à la choule, chez nous, au collège. C'est le concept, un point général, donc ce n'est pas attaché spécialement à une melacha spéciale, mais c'est un concept général, c'est le concept de Arvut Israël. C'est quoi Arvut? Vous connaissez tous le mot, Kol Israël, Arevim Zebazé. Tous les juifs sont responsables les uns des autres, mot à mot. Un Arev, c'est un garant, c'est une caution. On est tous cautions des uns des autres. Et ça a un impact direct dans la halakha, dans la mesure où je suis caution de tous mes frères juifs. Si un juif n'a pas fait une mitzvah encore, je suis responsable qu'il la fasse. Vous allez me dire, je ne peux pas m'occuper des de millions de juifs, mais en tout cas, chaque juif qui est proche de moi et qui n'a pas encore fait une mitzvah, je suis caution. Caution, vous savez ce que c'est, hein? Vous êtes caution dans un prêt bancaire, s'il ne paye pas, c'est vous qui payez. Ça veut dire que on est chayav, regardez comment je dis, on est chayav des mitzvot des autres. Un juif n'a pas mis les tefilines, je suis chayav de les mettre pour lui, parce que c'est ce qu'on appelle une mitzvah chez Begoufou, c'est une mitzvah qu'on doit faire chacun avec son gouffre. La matzah, on ne peut pas dire je vais manger une matzah pour quelqu'un d'autre. La mitzvah, c'est que chacun mange une matzah. La mitzvah, c'est que chacun mette les tefilines. Mais je dois m'assurer qu'il les met. Je suis chayav, tant qu'il n'a pas mis, je suis encore chayav de le mettre. Alors, ça veut dire quoi dans le quotidien? Imaginons par exemple, une personne doit faire une mitzvah, par exemple, mettre les tefilines. Nos sages ont imposé qu'on fasse une bracha. Les aniar tefilines. Imaginons qu'une personne, il veut bien mettre les tefilines, mais il bégaye, il dit mais j'arrive pas à le dire, je me trompe tout le temps, je dis le nom d'Hachem, je bégaye le nom d'Hachem, je ne veux pas le dire plusieurs fois, je ne veux pas le dire, je ne veux pas dire la bracha. Eh bien, sachez que Midin Arvut, cette espèce de caution qu'on a l'un envers l'autre, est parfaitement loisible. J'ai le droit de dire la bracha pour lui. Comme c'est une mitzvah de mettre les tefilines, donc si lui ne la fait pas, ça me manque à moi. Donc, c'est un peu spécial, mais c'est pour vous expliquer le concept. Imaginons qu'une personne ne puisse pas dire la bracha. Il a quelque chose dans la bouche, il ne peut pas dire la bracha, et il me fait signe pour que je fasse la bracha pour lui, des tefilines. Je fais Baruch Ata Hashem, et lui met les tefilines. Les khatrila, a priori, s'il dit Amen, tant mieux, mais même s'il ne dit pas Amen, je la quitte. Je la quitte. Pourquoi? Parce que s'il ne la fait pas, ça me manque à moi, donc je peux la faire pour lui. C'est le digne de Arvut. Très très fort. Faites attention. Si une personne veut manger une pomme, j'aurais le droit de faire Boré Periaetz moi-même si je mangeais une pomme. Et lui, on s'arrange bien sûr les deux, et il me dit acquitte-moi de la bracha. Pour diverses raisons, il a un doute et tout, il veut que je la quitte. Alors moi, je fais Boré Periaetz sur la pomme, je croque la pomme, en même temps, il m'écoute, il s'acquitte grâce à ma bracha, et il croque sa pomme aussi. Ça, ce n'est pas le digne de Harvout. Pourquoi ce n'est pas Harvout? Ce n'est pas le digne de caution, de garant, parce que ce n'est pas une mitzvah de manger une pomme. Je suis garant que chaque juif fasse ses mitzvot. Mais qui mange une pomme, c'est facultatif. Comme c'est facultatif, je ne suis absolument pas responsable de lui. Donc, pour pouvoir l'acquitter du fait qu'il mange une pomme, je peux, mais il faut que moi-même j'en mange, et en même temps que j'en mange, je fais la bracha juste avant, il écoute ma bracha, il dit Amen ou il ne dit pas Amen, et il mange et ça marche. Ça, c'est un autre concept de la Torah qui s'appelle Shomeya Kaoné.
celui qui entend une bracha, bien sûr, avec l'accord de celui qui fait la bracha et l'accord de celui qui veut s'acquitter de cette bracha. Mais si on est d'accord, il est shomeya, celui qui entend, kaone, comme si il répondait, ça veut dire comme s'il le disait lui-même. Ça s'appelle shomeya kaone. Ce concept-là, ce deuxième concept, n'a rien à voir avec le principe de arvut zebazé. Ça veut dire que, étant donné que on dit shomeya kaone, deux personnes qui voudraient s'acquitter l'un l'autre, on peut s'acquitter l'un l'autre dans la mesure où les deux ont fait la bracha sur le même aliment, par exemple. Le concept de arvut, de responsabilité, de caution, de garant, c'est pas ça. C'est beaucoup, beaucoup plus fort. Si il va manger quelque chose qui est une mitzvah de manger, je peux moi faire la bracha pour lui et lui mange et moi je ne mange pas. C'est beaucoup plus fort. Prenons un exemple. Un chaliar, il fait rapidement son seder de Pessah. Vite fait, en une demi-heure, est fini parce qu'il a 200 personnes à s'occuper, il a une shlichut extraordinaire. Il aurait le droit, dans toutes les brachot de mitzvah, je dis bien de mitzvah, pas les brachot facultatives, la mitzvah de manger la matzah, ou de manger le maror, ou même de faire boré peri adama sur le karfas. Regardez ce que je suis en train de dire. Il dit à tout le monde, moi j'ai fait mon kiddush, j'ai plus besoin de faire de bracha. J'ai fait mon kiddush, j'ai fait mon seder. Il a le droit de dire Baruch ata Hashem boré peri à Adama sur le karfas. Lui ne mange pas et toute l'assistance peut manger le karpas sans faire eux-mêmes la bracha. Je les acquitte parce que manger du karpas, c'est un Roche qui dit ça, Rabbeinu Roche, Rabbeinu Asher, Rishon. Il dit que c'est une mitzvah, donc je peux acquitter les autres sans moi-même m'acquitter. Encore un exemple. Il y a plusieurs personnes, ils n'arrivent pas à faire Baruch ata Hashem, Amoti lechi binaretz. De la matzah, je parle, attention, je parle de la matzah, pas du pain qu'on mange un jour de chol, hein, de la matzah. Et je fais ensuite Abraha Baruch ata Hashem al achilat matzah, les deux brachot qu'on fait avant de manger le kazaï de matzah, de mitzvah. Étant donné que c'est une mitzvah de manger ce pain, ces matzot, ces mitzvahs, donc je suis acharaï, je suis garant, je suis arev, je suis caution. J'ai le droit, moi, de faire la bracha, et en faisant la bracha, ils m'entendent, ils m'écoutent, et ils s'en quittent. Vous voyez, qui n'a rien à voir avec ce que font beaucoup dans beaucoup de familles. On fait le motzi le vendredi soir, le papa il fait la bracha, puis bon, le minakrabat, c'est que chacun recommence à faire un motzi minaret, mais dans le monde sfaradi, en général, c'est le père qui acquitte tout le monde mange le pain. Ça, c'est pas arvout, rien à voir, parce que tout le monde va manger du pain. Donc, en entendant la bracha du père, les enfants, l'épouse, Shomea Kaone, l'écoute, le fait qu'ils ont entendu, c'est comme s'ils l'ont dit, ils mangent. Là, j'ajoute un concept beaucoup plus fort, qui est le concept de Arvut. Ça veut dire que celui qui acquitte l'autre, il n'est pas obligé de lui-même faire la mitzvah pour acquitter l'autre. Avec tous les exemples que je vous ai donnés. Les Aniar Tfilin, je peux faire la bracha des Aniar Tfilin quand il m'écoute et il met les Tfilin. Alachilat Matzah, Alachilat Maor. Donc le chaliar peut faire toutes ces brachot-là qui sont des brachot de mitzvah, même que lui-même ne mange pas de maror. Il a déjà mangé, il est quitte. Ou bien mieux que ça, il veut faire un seder plus tardif avec sa famille. Donc il a prévu 2 heures pour faire le seder communautaire à tout le monde, et puis il va faire avec sa famille. Il peut acquitter tout le monde avec ce principe-là. Très très fort. Je vais arriver dans une halakha pointue sur cela. Une question qui est demandée. Les poskim, avec les guerres, beaucoup qui demandent, Dabi Ouda demande comme ça. Les messieurs qui font la tfila le vendredi soir à la chose, ils font vous savez, dans la Mida, puis on dit Yom HaShishi, on dit des phrases où on est Mekadesh le Yom. Or, il y a une mitzvah assez, on n'a pas 36, on a une mitzvah assez d'être Mekadesh le Yom na Shabbat. Dans le texte, on dit Baruch ata Hashem, Mekadesh Shabbat. Que Hashem soit béni de sanctifier le jour du Shabbat.
lorsque on fait la tfila à la choule, les hommes, on est déjà quitte du kiddush minatora. Donc, lorsque l'on fait le kiddush à la maison avec le verre de vin, c'est une institution, c'est une injonction des rabbanan seulement. Parce que on va faire le repas, donc on veut refaire le kiddush sur du vin, on lui donne la hashivut à ce repas, qui est une mitzvah aussi, vous voyez. Mais minatora, je suis déjà quitte. Alors la question que posent les poskim, c'est, en général, c'est le papa qui acquitte ses enfants, en tout cas son épouse et ses filles, au moins. Mais lui, il est déjà quitte minatora. Il a fait la mitzvah minatora. La mitzvah qu'il fait maintenant, c'est une mitzvah des rabbanan seulement. Puisqu'il fait une mitzvah des rabbanan seulement, comment se fait-il qu'il acquitte sa femme qui, elle, a un chiyuv, une obligation minatora? S'il a des enfants, des filles qui ont déjà plus de 12 ans, ils ont l'obligation minatora de faire kiddush. Comment le papa qui est déjà quitte minatora, il peut acquitter sa fille ou son épouse? On n'a pas le même niveau de chiyuv. Moi, j'ai déjà fait ma mitzvah. Le papa, il a fait sa mitzvah minatora, je parle. C'est sûr qu'il a une deuxième mitzvah à faire, midera banan, mais la mitzvah midera banan qu'il a, apparemment, n'a pas la force cette mitzvah-là n'a pas la force d'acquitter une injonction de la Torah. Or, le papa, maintenant, il fait une injonction des rabbanan quand il fait le kiddush sur le vin. Comment peut-il acquitter sa femme qui, elle, a toujours le chiyuv min Torah? Eh bien, la réponse, c'est toute la gdama que je vous ai faite, à savoir que il peut acquitter sa femme. Midin arvut. Qu'est-ce que ça veut dire arvut? Ça veut dire que c'est pas forcé que lui-même fasse son kiddush pour lui-même pour acquitter son épouse et ses enfants. En supposant qu'il ait fait son kiddush à la choule, et même s'il a fait un mi-kiddush, il a mangé du gâteau à la choule, il a fait le kiddush sur le vin. Donc ça y est, lui, hop, il n'y a plus de kiddush, ni minatora, ni rabbanan, il n'y a plus rien à faire. Il peut rentrer chez lui et acquitter son épouse et ses enfants. Comment? C'est pas Shomé Akaoné, comme je vous ai expliqué précédemment. Shomé Akaoné, c'est quand moi j'ai le kiddush, et en même temps que je m'acquitte, j'acquitte l'autre. Je mange une pomme, je fais la bracha sur la pomme, mais l'autre m'entend, il mange sa pomme aussi. Là, étant donné que le kiddush est une mitzvah, je suis caution, je suis acharaï que lui le fasse. Donc, j'ai le droit de le faire à sa place, même que moi, je ne m'acquitte de rien du tout. En général, le papa recommence son kiddush des rabbanan. Mais à la limite, même s'il ne s'acquittait pas du tout de son kiddush, il peut le faire pour quelqu'un d'autre. Il m'est arrivé, je ne vous cache pas une petite anecdote, il m'est arrivé d'acquitter des personnes de ma famille du kiddush sans du tout, ni m'acquitter de ce kiddush, ni manger après. C'était des personnes, des tantes et des grands-mères. Je faisais le kiddush, c'est elle qui buvait le vin, c'est elle qui faisait le repas après, et moi je goûtais rien. Mais comment se fait-il? C'est moi qui fais la bracha. Oui, mais je fais la bracha sur le vin, sur la bracha du kiddush, c'est une mitzvah. Comme c'est une mitzvah, il y a le din arvut, j'ai le droit moi de le faire pour toi. Alors que je ne peux pas faire boré péri à être, c'est l'autre qui mange la pomme, il n'y avait pas question. Je suis obligé de manger moi-même manger de la pomme pour l'acquitter de la pomme. Mais quand c'est une mitzvah, il y a arvut, il y a caution, il y a responsabilité, donc je peux faire pour l'autre. Donc retenez, c'est très intéressant comme halakha, et donc ça veut dire que même une maman, en tout cas comme ça tient le Admour Hazaken, il y a des discussions sur ça, même les femmes sont caution pour les hommes, donc une maman, elle pourrait non seulement faire kiddush et acquitter ses enfants et son mari, bon, il y a une question de tzniut, il y a d'autres hommes, mais bon, je parle en famille, on va dire, et même, je vais encore plus loin, d'après Admour Hazaken, même si cette femme, elle a déjà fait son kiddush, elle est complètement quitte. Puis il y a la fille qui vient avec des copines, etc. Les copines disent, écoutez, on ne sait pas faire kiddush, madame, est-ce que vous voulez bien nous refaire le kiddush? Elle dit, mais je suis déjà quitte. Malgré le fait qu'elle est déjà quitte, elle a le droit de refaire le kiddush pour les autres parce qu'elle est acharaït, elle est responsable des autres. Voilà, c'est un vrai yesod très très bon. Ça marche là? Qui est basé Moti, c'est pareil? Un concept extrêmement profond, qui est le concept qu'on est tous responsables des uns des autres. Donc, dans certains cas, on pourrait faire donc des brachot, on pourrait faire le kiddush pour quelqu'un d'autre, même dans le cas où soi-même, on ne s'acquitte pas de ce kiddush.
Je ne sais pas si j'ai été. C'est vrai que c'est très profond, je dis ça rapidement. S'il y a des questions, peut-être que ça sera plus clair grâce aux questions. Allez-y, je vous écoute pendant quelques minutes. Pour le moti, c'est pareil ou on peut quitter quelqu'un d'autre Vous parlez du moti de Shabbat? Oui. Alors, dans le moti de Shabbat, les poskim disent que le degré de mitzvah n'est pas du même que le fait de manger de la matzah à Pessah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une mitzvah de manger du pain, comme il y a une mitzvah de manger des matzot à Pessah. Il y a une mitzvah qu'on appelle Onek Shabbat. Et le Onek Shabbat, en général, c'est manger, boire, vous voyez? Donc, comme ce n'est pas une mitzvah directe, je ne pourrais pas faire moi un Motzi Lechem Min Haaretz si moi je ne mange pas du pain, je ne ferai quelqu'un d'autre. Il faudrait que la personne elle-même dise un Motzi Min Haaretz, ou alors, comme on fait en général le vendredi soir, je fais un Motzi Min Haaretz, moi-même je mange du pain, et ma bracha, elle tombe aussi bien sur mon pain à moi que sur le pain des autres invités. Hein, Oui, c'est pour ça. La tendance, c'est plutôt que chacun refasse la bracha. Mais chez Sfaradim, ce n'est pas comme ça. Donc, chez Sfaradim, le papa, il mange du pain lui-même et sa bracha, elle marche pour tous les membres de sa famille. Donc, le seul cas pour répondre à votre question, ça ne marcherait que pour le cas où le fait de manger du pain, entre guillemets, est une mitzvah, un commandement divin, c'est le cas de le Hametz Bepessar, c'est tout. Pardon, c'est le Matzah Bepessar. C'est le seul cas où la Torah m'oblige à manger du pain, entre guillemets, quoi, le pain azim. Mais sinon, le reste, c'est midim onek Shabbat. Ce n'est pas midim achilat lechem. Autre question. Est-ce que Par exemple, pour un mariage. Attendez. Je voulais vous demander une question à propos de cette Arvout, qui est formidable, c'est-à-dire c'est une solidarité qu'il y a entre les Juifs. Est-ce que vous avez dit que ça a une force de pouvoir accomplir un mitzvah pour un autre qui ne peut pas la faire, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait cette kavana pour pouvoir le faire à la place de la personne qui est en face? Est-ce qu'il faut qu'elle soit à côté, la personne? Est-ce qu'une personne qui a une force spirituelle ou un tzaddik pourrait penser à plusieurs personnes et dire, voilà, je fais la mitzvah pour eux? Ou est-ce qu'il faut que les personnes soient ici? Alors, je vous donne la réponse à l'achik. Maintenant, d'après la Kabbalah et tout, c'est autre chose. Les tzaddikim qui peuvent faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais d'après la halacha, c'est comme Shomea Kaone. Shomea Kaone, il faut entendre. Ça veut dire qu'il faut qu'on se mette d'accord et il faut que je pense à quitter l'autre, même que lui ne le fait pas à sa mitzvah, moi je pense la quitter et qu'on se mette d'accord les deux. D'ailleurs, je vais vous raconter un petit sipour de la Gemara dans Brachot, Daf Memchet, je crois. Et une grosse histoire, il y avait Yenaya Meler. Yenaya Meler, c'est un roi malheureusement qui a fait beaucoup de mal. Il a tué tous les Chachamim parce que les Chachamim contestaient son Yichus à l'époque des Chachmonaïm. Il a tué tout le monde à tel point qu'il n'y avait plus personne pour lui faire le Birkat Hamazon. Il était quand même fou, ce monsieur, ce Yenaya Meler. Donc il a demandé à son épouse, il lui a dit, tu ne connais pas ici un Chacham qui peut venir nous faire la bracha? Alors elle lui a dit, son épouse, c'était la sœur de Shimon ben Chattar. Elle lui a dit, tu me jures que tu ne vas pas lui faire de mal. Alors il a juré, il a dit, je te jure, je ne fais pas de mal. Bon, et Shimon ben Chattar arrive, et le roi le met entre lui et la reine. Très très beau d'ailleurs, ça vaut la peine d'écouter ce massé. Le roi lui dit, tu te rends compte le kavod, le yikra que je te fais à te mettre entre moi et mon épouse? Qu'est-ce qu'il répond Shimon ben Chattar? Il dit, c'est la Torah que j'ai en moi qui est mechabedoti et pas toi. Waouh, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tous les chachamim de la génération, et Shimon ben Chattar n'a peur, lo yichra, lo yishtachave, il ne se prosterne pas. Et il dit, c'est pas toi qui me donne du kavod, c'est la Torah qui me donne du kavod, du apporte c'est beau. C'est très, très beau. Il dit, ça, c'est là, Terome Meka, quand tu fais des tresses avec la Torah, tu fais des pilpoulim, comme on dit en français, quand tu coupes les cheveux en quatre, hein, c'est ça qui m'élève et qui m'attache à Dieu, et c'est pas toi. C'est extraordinaire. Bon, après, le roi, il lui a dit, non, oui. maintenant, tu nous acquittes. Oui. Eh bien, il les a acquittés. Bon, lui, il est allé très loin, il les a quittés alors qu'il n'avait même pas mangé de pain. Et la Gemara, elle finit qu'il aurait dû manger du pain. Même s'il avait mangé un tout petit morceau de pain, tout petit morceau, il aurait été chayav du Birkat Hamazon seulement midera banan. Parce que dans la Torah, c'est marqué ve'achata ve'savata ou ve'rachta.
Hein, il faut être savéen, il faut être satisfait, il faut être rassasié. Bon, donc Shimon ben Shattar ne l'était pas, et quand même, il a acquitté Yenaï Emeler. Alors, le Roche et d'autres Rishonim expliquent par quelle force il a fait, précisément par la force de Harvout. Harvout, même que moi j'avais en quelque sorte, on va dire, un petit chiyuv midera banane seulement, mais dans la mesure où tu es à côté de moi et que tu m'entends, je t'acquitte comme si toi-même tu as dit le Birkat Amazon. Parce que je suis un rêve de toi et si toi tu ne le fais pas, ça me manque à moi aussi. Donc, pour répondre à votre question, ce concept-là n'existe que avec l'accord du Mevarer ou du Mitbarer, celui qui fait, celui qui écoute et qui s'acquitte, et puis qui l'entend, bien sûr. Ah. Autre question. Merci. Je pense des fois au Hérouf Tafshirin que des fois le Rav, à distance, il peut remplir toute la ville. Oui, alors, ça, je vous explique comment ça marche. La mitzvah dont on parle maintenant, c'est par exemple faire kidouche. Alors, faire kidouche, ça veut dire chaque juif a une mitzvah d'être mekadesh le yom. Alors, il y a deux manières de le faire. Ou bien je suis mekadesh le yom, je prends un sidour, je lis le kidouche, je lis le texte du kidouche avec mon verre de vin et tout, je le dis de moi-même. Ou alors, d'après le kidouche qu'on est en train de dire maintenant, je fais rien du tout, je l'entends de quelqu'un d'autre. Je l'entends de quelqu'un d'autre et je m'acquitte. Ça, c'est le... Mais quand je m'acquitte parce qu'il le fait, c'est en fait ce qu'il fait lui qui m'est attribué. Je l'ai fait vraiment. Dans le cas du Hérouf Tafshilin, en fait, c'est comme un peu comme le Hérouf Hatzerot. Le Hérouf Hatzerot, quand on veut porter dans un immeuble, Midina des Gemara, on allait chez chaque habitant de l'immeuble, on prenait un morceau de pain, on réunissait ça tout ça dans un même panier, et puis c'était considéré comme le repas Meshoutaf, le repas commun. De nos jours, on ne fait plus ça. Qu'est-ce qu'on fait? On achète un paquet de matzot, ça se garde, hein, ça ne va pas vite fait. Et puis on demande à un chaliard, on nomme un chaliard, on dit au chaliard, lève le paquet de matzot, et tu fais acquérir une partie de ces matzot à chacun des habitants de l'immeuble. Et donc, on fait l'économie d'aller dans chaque pièce, et dans chaque maison pour demander. C'est compliqué, être sûr que chacun est chez soi. Alors, le Hérouf Tafshilin, c'est pareil. Quand le Rav, il fait, ça veut dire il est makné, en fait. Il est makné, il fait acquérir les objets qui pourraient être un hérouf seulement pour lui, en fait, c'est une question d'acquisition, il le fait acquérir à l'autre. Donc, ce n'est pas comme, je suis en train de vous dire, faire le Birkat Amazon ou bien faire le Kiddush pour quelqu'un d'autre. C'est une question de kinyan. Ça, je peux faire un kinyan, il n'y a aucun problème de faire un acte d'acquisition à quelqu'un, même s'il n'est pas là. Allez, des shlichut. Parce que le shliach, la personne qui lève, je le nomme shliach pour l'autre. Alors, vous demandez, mais au nom de quoi je décide qu'il est shliach? Alors, c'est encore un klal, hein, ça, on rentre maintenant un peu dans le yud, c'est qu'on dit Zachim shelo befanav. On sait très bien que faire un cadeau, un homme, il le veut. Donc, si je fais un cadeau par l'intermédiaire d'un chaliard, il est tout à fait d'accord que je nomme un chaliard. Ce n'est pas que je nomme un chaliard contre son gré. Mais comme je sais qu'en général, il est tout à fait d'accord que je fasse le Hérouf Tafshilin ou le Hérouf Hatzerot pour lui, donc Anan Saadé, que lui, il veut. Donc, il a nommé chaliard et donc il acquiert comme ça. Donc, tant que c'est faire acquérir quelque chose, je n'ai pas besoin de tout le chidouche de Harvout. Même sans Harvout, ça marche, ça, hein, de faire acquérir quelque chose. Par contre, quand c'est une mitzvah à faire, la mitzvah comme de faire un kidouche, la Torah, elle veut que je prononce avec ma bouche un texte de kidouche, alors on dit le kidouche suivant, hein. C'est extraordinaire, quoi. C'est quelqu'un d'autre qui va le dire, et ce quelqu'un d'autre, il n'est même pas chayav de son kidouche, parce qu'il a déjà fait, par exemple. Il n'est même pas chayav. Il le fait à ma place, dès que j'entends, c'est comme si je l'ai fait moi-même. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, merci. Si c'est possible, est-ce que, parce qu'à l'approche là peut-être des vacances, un topo là sur le Hérouf Hatzerot, il faut demander la permission à pouvoir porter dans les couloirs, l'escalier, que s'il y a une famille juive, c'est ça? Écoutez, Bezat Hashem, je pense que d'ici une semaine ou deux, peut-être me donner une bonne idée de vous faire ça la semaine prochaine, un chiour sur, on va dire, sur les vacances, hein, les problèmes évoqués en vacances. Mais oui. Puisque vous m'avez posé la question, je vais quand même vous répondre très très rapidement. Il y a beaucoup de personnes, bon, en Eretz Israël, je pense qu'il y a des rouines partout, mais en Chutz La'aretz, il y a des rouines nulle part. Alors, la méthode
la méthode pour pouvoir porter dans les chalets, dans les immeubles, dans les endroits où vous allez, d'abord et avant tout, ce que l'on vous demande, c'est de faire un ékef à l'endroit que vous voulez utiliser en portant. Et ça, c'est la chose la plus dure. Je reçois comme ça souvent des images et tous les gens me demandent. Et voilà, je suis dans un bungalow, il y a d'autres bungalows et c'est entouré. Alors là, la chose sur laquelle je suis impératif, sachez une chose, il faut absolument vérifier que tout le chétar, tout l'endroit que vous allez utiliser, je ne parle pas de l'immeuble, hein, je vais parler tout à l'heure quand on veut porter que dans un immeuble ou dans un chalet. Mais si, en général, les gens veulent sortir un petit peu, il y a une cour, il y a du gazon, on veut se promener un petit peu. Il faut vérifier que tout est bien moukaf, tout est bien clôturé. Entouré. Alors maintenant, c'est sûr qu'on tolère des trous quand c'est moukaf. Alors, petit tour, je vais vous dire, il ne faut pas qu'il y ait des trous qui soient supérieurs à 10 amot, à 5 mètres. S'il y a un trou de plus de 10 amot, par exemple, l'entrée de voiture, il y a plus de 10 amot, on ne peut pas porter. Ça, je vous dis tout de suite dans l'enceinte. Je ne parle pas de l'immeuble ou du chalet lui-même, on va en parler tout à l'heure. Mais l'endroit, là, si vous voulez, la partie où il y a de la verdure, où il y a un parc, il faut que ce soit fermé. Bon, maintenant, il y a diverses manières de fermer. Ça, j'en parlerai pas ce soir parce qu'il faut un chiour chalem pour ça. On peut le faire en mettant des ficelles, en faisant une sourate à pétard, et toutes sortes de combines. Binéder, je réserve un chiour sur cela. Comment fermer l'enceinte? Mais disons que l'enceinte est fermée, ou bien que vous n'avez pas l'intention de porter dans les parties extérieures, vous les portez dans le chalet lui-même, dans l'immeuble. Vous êtes plusieurs familles, au 3e étage, il y a la famille, on a envie que les bébés soient, quand des bébés qui sont en 2e, on veut tous manger ensemble, en famille, donc il faut descendre le bébé, monter la poussette et tout. Bon, je parle de ça. Alors pour cela, il y a 2 choses à faire. Des dépendances. Je vous fais un condensé de condensé là. Hein. Oui. Alors, la première chose, c'est Srirut Imagoy, Ve'eruv Ben Ayoudim. Qu'est-ce que ça veut dire? Srirut Imagoy, ça veut dire récompensé. Il faut aller chez un responsable. Si on fait une location, là, il y en a qui vont beaucoup dans les Alpes, etc., Arc 2000, etc., dans les Alpes. Vous allez chez un responsable, le syndic, quelqu'un qui a une responsabilité dans l'endroit en question. Ça peut être la femme de ménage, ça peut être le concierge. Une personne qui a un certain pouvoir de balayer, de faire quelque chose dans les parties communes. Et on va lui donner une pièce, vous lui donnez 1 euro, 2 euros en France, en Europe. En Israël, vous allez donner 1 shekel ou 5 shekels au goy en question. Et on lui dit, on loue les parties communes. Les parties communes. Donc, dans un immeuble, ça serait les cages d'escalier, etc. Toutes les parties communes. Il ne va rien comprendre, c'est pas grave. C'est prévu, la Gvardi, il ne va rien comprendre. Il va vous prendre un peu pour des gens qui font des petits choufim, qui font de la magie, c'est pas grave. Il faut sympathiser avec lui, il dit écoutez, c'est important pour nous, pour vous apporter samedi, voilà, je vous donne 1 euro et je vous les parties communes. Il me dit mais je ne suis pas patron, c'est pas grave. Non. Acceptez, et la gentillesse d'accepter. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait donc, la sriroute, la location des parties communes, la location, il faut faire le hérouv entre les Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire faire le hérouv entre les Juifs? Ça consiste tout simplement. Alors là, il y aura un responsable qui va penser à acheter un paquet de matzot et vous arrivez dans votre lieu de vacances, dans le chalet, etc., ou dans l'immeuble, ou là où vous êtes. Et ce paquet de matzot-là, vous allez chez un autre juif. Donc, je ne vais pas vous-même, parce que je ne peux pas être donneur et récepteur. Donc, qu'est-ce que je te dis? Il fallait prendre un tabouret. Attention les micros, s'il vous plaît. Attention les micros. Voilà. Vous prenez ce paquet de matzot, vous prenez un juif quelconque, hein, même qui ne fait pas partie de la résidence, peu importe, un juif quelconque, vous lui dites, écoute, je te déclare chaliar de tous les habitants de cette résidence. Et vous allez me dire, je ne les connais pas, c'est peut-être juif, peu importe. S'il y a des juifs dans cette résidence, et même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, ils vont venir la semaine prochaine, ce n'est pas grave. Tous les juifs qui vont venir pendant mon séjour, pendant le temps où j'ai besoin de porter dans cette résidence, eh bien, je lui fais acquérir une partie de mon paquet de matzot. La personne, le chaliar, l'ami, il va lever le paquet de matzot et à ce moment-là, vous ouvrez le sidour et vous irez regarder les tables de matière dans le Admorazaken ou dans n'importe quel sidour, hein, vous allez trouver ça. Hérouv, Chatzerot, il y a un texte, Baou Chatash, ma chère, qui déchanu bevizotav et timanu, al mitzvah hérouv. Et après, vous avez une petite formule à dire
qui consiste à dire grâce à ce héros, on a le droit de porter dans la résidence. Beden, héros, Viecharelana, les Tatoulé, la Mais c'est celui qui porte ou les deux familles doivent dire, toutes les familles doivent dire ça? C'est celui, le patron, c'est celui qui a acheté le paquet de matzot. Il a acheté le paquet de matzot, il donne le paquet de matzot au chaliar qui va le lever et le faire acquérir à tout le monde. Et au moment où il le récupère, il fait la bracha avec le moussard que je viens de vous dire. Vous voyez? Donc il y a deux personnes. Celui qui a acheté le paquet de matzot, le balabaït en quelque sorte, c'est lui le balabaït. Et puis le chaliar qui fait acquérir à tous les juifs qui vont habiter l'immeuble, la résidence. Voilà comment ça marche. Une fois que vous avez fait ces deux opérations, donc l'asréout chez le goy, Oui, n'importe quel goy, mais qui soit un peu responsable, concierge, comme je dis, femme de ménage. En général, c'est le syndic. Là, on va dans les Alpes. oui, Ils ont l'habitude concierge. d'ailleurs. On va au syndic, on leur dit voilà, je vous donne l'euro pour porter ça. Mais ils ont l'habitude, ça fait des années que les rabbins lui font ça. Donc ils ont l'habitude, ils prennent l'euro et c'est tout, point final. Ça ne leur change rien. Quand vous faites ça, vous avez le droit de porter dans toutes les parties qui sont fermées. Voilà. D'accord. Question, si on est sûr que la résidence où on est, il n'y a pas une deuxième famille juive, il n'y a pas besoin de faire ces deux opérations? Voilà. Bon, deuxième question. Alors, on me demande la chose suivante. Faire Hérouv, par définition, c'est être un rêve de juif. Connecté de juif. Faire que deux entités deviennent une même famille. Oui. Chacun amène sa matzah en quelque sorte. On se met ensemble. Dans la gamelle commune. Dans le pot commun. Comme ça, on est ensemble. Tout ça, c'est vrai parce qu'il y a au moins deux juifs. Mais si maintenant, dans l'immeuble ou dans la résidence, là où vous êtes, encore une fois, une résidence qui est moukefet, qui est entourée, oui, clôturée, si vous êtes le seul juif là-bas, il n'y a aucune obligation de faire héros. Et même pas de srirout. Le goy ne compte pas. Si vous êtes le seul juif, le goy ne compte pas. D'accord, j'ai compris. Merci pour ce topo. Voilà. Okay, pour revenir sur les brachot, juste, il y avait une question sur les brachot d'actualité. Si jamais c'est un enfant qui doit boire le vin après la Havdalah, et que c'est le père qui fait l'essentiel de la Havdalah, du coup, vu ce que vous avez dit, si le fils il est capable de faire la bracha quand même, au moment où on arrive dans la Havdalah à la bracha sur le vin, qui c'est qui fait la bracha? C'est le fils qui va boire le verre de vin ou c'est le père qui fait le minag, l'usage, c'est que c'est le père qui fait. Comme ça fait une shlemout, il fait tout. Et il a parfaitement le droit, c'est une application du principe qu'on vient de dire, il a parfaitement le droit de faire une bracha au doigt et c'est son fils qui va boire. C'est parfaitement permis. D'accord, même si de toute façon le fils il est capable de faire la bracha en l'occurrence, c'est pas vraiment une arme. Oui. Mais bon, on a le moussard entier, il n'y a pas de raison que le père soit privé du hikar de la bracha. C'est le père qui va faire la Havdalah, etc., les bessamim et tout, quoi. Et le fils, il refait la bracha du coup quand il dit juste amen à la bracha. Ou bien il est quitte par celle de son père. Vous savez, on a le même inyan aussi. Entre autres, il arrive qu'on fasse une brit mila dans le Shabbat. Quand on fait la brit mila, après tout le monde est à la choule, et on fait la brit mila, et on fait le kidouche de la brit mila. Alors on a un problème, mais on n'a pas fait encore kidouche. On n'a pas fait encore kidouche. On n'a pas mangé, donc on n'a pas le droit de goûter du vin. Or, le Mekadesh, juste après la mila, on fait la nomination et on boit du vin. Une des solutions, on a plusieurs de solutions. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion chez moi, je me suis arrangé pour faire kidouche avant. Vite fait, je mange un morceau de gâteau, donc j'avais le droit. J'avais le droit de manger, de boire, il n'y avait pas de problème. Mais une des solutions, c'est qu'il fait Boré Père Geffen et il donne un enfant. Ça, c'est tout à fait. C'est un rama clair dans Shulchan Aruch. On a le droit de faire ça. C'est clair? Oui, très clair, merci beaucoup. Voilà. Autre question? J'enchaîne sur la Havdalah en général. En ce moment, des fois, on dit aux enfants allez-y dormir avant Motzei Shabbat. Et demain matin, tu fais la Havdalah. Alors, bien sûr, on ne fait pas de psamim de Hesh, mais quelle partie ils doivent dire ou pas dire? De l'Havdalah? Le lendemain? Ils font le lendemain. Tout. Ils font tout? Tout sauf le Hesh. Et psamim aussi? Non, on ne fait pas les psamim parce que la tristesse, vous connaissez le chant, le sens et l'anchama Yetera est parti, donc ça c'est fini le lendemain. Mais je pensais vous parler Inel et Chouati, enfin toutes les introductions, ça il n'y a aucune raison de ne pas les faire, ça fait partie de l'Havdalah, bien sûr. D'accord. Voilà. Et à partir de quel âge j'aurais dit c'est conseillé ou
de leur dire de faire ou de dire Je de pas pense manger que ça sans dépend faire beaucoup Abdallah. des enfants. Vous savez, il y a des enfants qui ne peuvent pas tenir. En France, maintenant, c'est 11h, c'est kimat. Pour certains enfants, c'est impossible. Dès qu'ils peuvent, sans que ça perturbe complètement leur emploi du temps, on essaie de les laisser réveiller, au moins juste vite fait. Par exemple, maman peut, maintenant à 11h, disons, à 11h, 11h moins 10, ta maman, elle dit, allez, on prend du jus de raisin, vite fait, fais ta Abdallah, après tu vas au lit. En attendant que le mari, qui doit faire Arvit et tout, il rentre une demi-heure, 3-4 heures plus tard. Non, moi, Voilà. pour moi, c'est pas le cas. Moi, je suis arrivé à la maison, mais c'est pour dimanche matin. Oui. Un enfant, il y a un âge de lui demander de faire Abdallah pour pas manger, ou s'il n'a pas fait, il n'a pas fait. Je parle dimanche matin. Oh, il se réveille. Ah, vous demandez à partir de quel âge on doit insister pour qu'il le Oui, fasse. oui, le matin. Écoutez, si vous avez un enfant qui est mémoulard, qui est réveillé, hein, qui fait les brachot, et comme certains qui sont au Hachem, bien réveillés, hein, de nos enfants, je pense que dès que, je peux dire, j'ai envie de vous dire 5 ans pour dire un chiffre, mais il est arrivé à Chinour, c'est bien de lui faire le plus tôt possible. Au contraire, ça va le motiver. Il faut lui dire, regarde, nous on a fait Abdallah, mais comme toi tu dormais, donc c'est très bien que tu le fasses et tout, il sera très flatté, ça va lui donner de la chashivut. Il faut donner beaucoup de chashivut aux enfants, leur montrer que leur mitzvot elles sont chashuvot. Le plus tôt que vous puissiez le faire, c'est bien. Et faites-le sous forme de jeu, que ce soit un jeu pour eux, que ce soit agréable. De toute façon, les enfants avec un verre de jus de raisin dimanche matin, ils acceptent tous. Exactement ce que je dis, leur fait que ce soit un kiff, quoi, que ce soit un plaisir. Autre question? Pas de question? Bon, alors écoutez, bon, je vois que le temps passe très vite, malheureusement, hein, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Donc, comme je vous ai promis, oui, Excusez-moi, moi allez-y, j'ai madame. une question. J'ai Allez-y, une madame. question, mais pas par rapport au cours. Allez-y, Le allez-y. dimanche, quand ça va être le jeûne, il faut lire Echa, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'on peut, enfin, je ne sais pas où c'est qu'on peut avoir la traduction de ce texte en français. Alors, madame, je ne sais pas si vous êtes en France ou vous êtes en Non, Israël. je suis en Israël. Vous êtes en Israël, bon, en Israël, je ne sais pas où vous pouvez venir dire ça, mais il y a une traduction fabuleuse de la collection ArtScroll. ArtScroll, qui est paru à la base en anglais, mais ils ont fait en traduction en français. Vous avez Echa avec les Pirushim. Rien que l'introduction, déjà, ça vous ouvre complètement les horizons de ce que c'est ces moments tristes. Il faut reconnaître qu'on ne comprend pas grand-chose, vous voyez. Et si vous avez Vous pouvez me redonner le nom de ce que vous avez dit parce que je n'ai pas trop entendu. Alors, je dis, c'est une édition qui s'appelle Art, A-R-T, Art Scroll. Scroll, ok. S-C-R-O-L. C'est d'ailleurs l'édition qui a fait le chasse, tout le Talmud. En hébreu, il est bleu, et en anglais aussi, c'est le Talmud bleu. C'est vraiment, d'ailleurs, il y a aussi le Chumash, madame. Je vous conseille d'acheter le Chumash Art-Scroll. Ah, c'est vraiment fabuleux. Vous avez des explications, ça touche, le Chumash, c'est vivant. Vous sentez que ça rentre dans notre vie, c'est pas un vieux bouquin là, poussiéreux. Vous voyez, c'est vraiment. T'achètes de les commander. Je pense qu'il va y avoir des bibliothèques francophones. Mais à Charim, je pense qu'ils ont ça. Je pense qu'ils ont une librairie française. Ok, d'accord, je vous remercie. Voilà, ou alors, de toute façon, il y a toujours des Français qui font des allers-retours. Hein, c'est les vacances. Hein. Demandez à un Français à de la famille. Vous avez raison. Ok, je vous remercie. Merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. Oui, j'ai une question. Oui. Oui, excusez-moi. Pour un terrain de camping, par exemple, pour les vacances, comment on peut savoir si la personne, il y a des gens juifs pour pouvoir faire le hérouf? Il n'y a pas besoin de savoir, madame. Si le camp de camping il est fermé, vous faites toute l'opération que je viens de dire. Vous faites la sriroute chez le goy et vous faites le hérouf, c'est-à-dire le paquet de matzot qu'on fait acquérir. La seule différence, c'est que si vous voyez autour de vous, vous ne voyez qu'apparemment il n'y a pas de juifs, alors vous ferez toute l'opération que j'ai dite, mais sans bracha. Dans le doute, ça fait que brachot, on a un klal, on a un principe, ça fait que brachot lehakel. Dans le doute, on le fait, mais sans bracha. Mais c'est sûr qu'il marche sans bracha. Maintenant, si, et le jour, vous apprendrez qu'il y a un deuxième juif qui vient installer, eh bien, vous pouvez la semaine suivante recommencer tout. Vous refaites l'acquisition avec le paquet de matzot et c'est bon. Donc, le fait de savoir qu'il y a la présence de juifs ne change rien. La question
qui est sous-jacent dans ce que vous dites. Les gens demandent cette question en général pour savoir, peut-être, ils disent, moi j'ai envie de porter dans le camp de camping sans faire de héros. Là, ça je vous suis bien, il faut quand même être sûr. Parce que ça se trouve, au Hachem, il y a un petit juif que dès qu'il va entendre vous allez sortir les Hadodi ou quelque chose comme ça, il va s'approcher de vous, vous serez bien embêté. Ça prouvera qu'il y aura deux juifs. Donc, si on veut porter sans faire le héros, là, il faut quand même s'assurer qu'il n'y en a pas un autre. Ouais, par contre, si vous, de toute façon, vous voulez porter, vous faites le héros, ça fait, moi je fais tout le héros. Déjà en vacances, je fais héros, on ne sait jamais. Et si je vois qu'il y a vraiment, vraiment des juifs après, le deuxième Shabbat, je vois qu'il y a des juifs, alors là, on refait avec Bracha. Je recommence avec Bracha. À l'époque d'Agmara, il faisait un rouf tous les vendredis. C'est mitzvah de faire un rouf. Donc, il n'y a pas de problème. Autre question? Pas de question? Allô? Voilà, on n'entend rien là. C'est bon, pas de questions. Pas de questions. OK. Alors, écoutez, bon, le temps avance, je vais quand même vous introduire, comme promis, je vais vous introduire donc la mlacha de, comme je disais, de Morek Kotev. Alors, comme je vais à l'envers, en général, on explique la mlacha de Morek, d'effacer, les implications halachiques concrètes, et puis les xérotes que les Chachamim ont ajoutées. Eh bien, je vais commencer par les xérotes. À cause de la xéra de Morek, de peur qu'on soit amené à être Morek, les Chachamim ont interdit, quand je dis Morek, c'est aussi d'écrire, le xéra de Kotev, ont interdit de lire, alors je vais vous étonner, mais bon, je suis obligé de vous dire ce qui est marqué, j'y peux rien. Si vous avez des lettres chez vous, donc vous connaissez le contenu, c'est interdit de lire une lettre. Les Chachamim ont assimilé les lettres, une iguérette, vous voyez, à des factures. Alors, vous êtes bien d'accord, des factures, il n'est pas question de regarder Shabbat, vous asseyez sur votre fauteuil, voilà, j'ai reçu la facture d'électricité, d'eau, de gaz, etc. Pas question de toucher, ça s'appelle chitré et diotot. C'est shtarim, des stars, pour toutes la ana de la maison. Ça, on ne lit pas tout ça, c'est mouktsé, plus que mouktsé. Mais les Chachamim ont allé plus loin, ils ont dit attention. Si c'est une lettre dont tu ne connais pas le contenu, il y a peut-être une nouvelle qui concerne Shabbat, tu peux la lire. Mais si, comme c'est souvent des cas, vous gardez des lettres, et Shabbat, une personne a envie de relire ces lettres, c'est pas chouette, c'est interdit. Soit d'ikro, y Shabbat. Bon, maintenant, si c'est des lettres que vous avez reçues avec une amie ou un ami qui écrit des Chidush et Torah dedans, vous voulez chazarer, vous voulez réviser les Chidush et Torah, il n'y a pas de problème. Mais on ne parle pas de ça, on parle des nouvelles. Voilà, l'année dernière, on était à Tzfat et puis on a vu je ne sais quel événement. Ça, on ne lit pas de lettres. J'avance. On se promène Shabbat. Bon, en Eretz Israël, je pense, vous êtes dans des quartiers fermés, etc. Mais en France, on va à la choule, on passe dans des galeries des fois, avec des vitrines et toutes sortes de vêtements somptueux, présentés d'une manière qui attire l'attention. Et très souvent, on jette un petit coup d'œil pour connaître le prix. C'est interdit de regarder les prix. Je sais que ce sont des halachot difficiles, mais il ne faut pas regarder les prix. Parce que le fait de regarder les prix, ça nous donne une idée, je vais peut-être acheter, etc. Quoi qu'il en soit, et acheter, donc ça peut nous amener à écrire, à effacer, etc. Donc, ne pas regarder les prix. Je dis les prix parce que bon, si votre œil, je jette un coup d'œil sur un costume ou une femme sur une robe, bon, vous regardez la robe, maintenant, comme ça, vous avancez. Mais vous intéresser au prix, c'est interdit. Une chose encore très difficile. Parfois, on a des revues à la maison. Je ne vais pas des revues Ksherot. Kfar Chabad, Journal Kuntres, des très bons journaux, plein de Hirat Shamaim, etc. Mais vous savez très bien que Sirat HaShavua, je pense à Sirat HaShavua en français. La dernière page, on vend les dernières énergies renouvelables, toutes sortes de choses. C'est interdit de lire les publicités. Et ça, c'est très difficile. Alors, quand vous avez des choses comme ça, il faut vite tourner la page. Vous ne rejetez pas. Vous ne regardez pas. Tout ce qui est lire publicité, j'ai bien conscience que c'est dur ce que je vous dis. Mais bon, j'espère que. Vous savez ce qu'on dit? On dit que Shem, c'est mitzvah. Les Hagid Davar Anishma,
De même, c'est une mitzvah de dire quelque chose qui va être écouté et que les gens vont essayer de le faire. Mitzvah, chez l'Oléagi d'avoir chez pas. C'est une mitzvah de ne pas dire quand les gens ne vont pas écouter. Donc, comme je dis souvent, j'espère que je parle à des gens qui vont m'écouter, qui vont le faire. Parce que si vous êtes au courant maintenant et vous ne le faites pas, j'aurais donné un avon de plus. Shalom. Mais voilà, ça nous permet d'être plus chassid, plus attachés à Hachem, de nous déconnecter de tout ce qui est publicité, business, tout ça. On enlève tout ça de sa tête. On avance. Vous allez me demander alors, est-ce qu'on a le droit de lire une histoire, un roman? Voilà. Sifrechol, est-ce qu'on a le droit de Sifrechol? La réponse est que Meikar Adin, c'est pas évident, hein, ça discute dans les poskim, mais Meikar Adin, Admor Zaken dit c'est pas interdit de lire Sfarim de Chol. Bien sûr, l'immense majorité des Sfarim que l'on a, surtout les Sifregoy, c'est malais de choses pas bien, vous savez très bien. Hein, mais disons, un livre intéressant, un livre sur la guerre, par exemple. Voilà. Vous êtes un historien, vous avez un savoir ce qui s'est passé dans la guerre. Voilà. Mais Karadine, c'est mieux à éviter. C'est éviter. Marqué Yireh Shamaim, Louis Kraadze. Il y a autre chose à faire, mais on ne peut pas reprocher à quelqu'un de faire un issour dans un long Shabbat. Il veut faire pendant 1 heure ou 2, il veut lire quelque chose comme ça qui l'intéresse. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans beaucoup de familles engagées, on lit les journaux en Amérique, ils disent le Jewish Press, de savoir ce qui se passe dans le monde un petit peu, souvent les nouvelles d'Eretz Israël et tout. Bon, il n'y a pas une interdiction absolue de lire ces choses-là. En France aussi, on avait à Moudia, à un moment, des bons journaux avec des choses intéressantes, et beaucoup d'articles politiques aussi. Bon. Alors la réponse est que ce n'est pas interdit. C'est pas interdit, c'est à éviter, mais ce n'est pas interdit. Voilà donc, très étonnant, hein, je commence à vous annoncer, écrire et effacer, hop, je vous envoie beaucoup d'interdictions qui sont donc, je dis, lire des legs, des factures, les prix dans les vitrines, lire les publicités, et bon, on voit que les tentacules de nos melachot qui font que pour vivre un Shabbat plein de klusha, il faut effectivement éviter de rentrer tant dans le Olamazé. Alors, je vais tout de suite vous dire 2 ou 3 lachot d'Yeder, je développerai la semaine prochaine, dans Mochek, effacé. Quels sont les cas concrets où on est. Alors, vous allez me dire, je ne pense pas que vous allez prendre l'idée de prendre une gomme et commencer à gommer des écritures. Vous n'allez pas faire ça. Mais on peut être amené. Le cas très simple, vous savez très bien que quelquefois dans les Birkat Amazon, il y a une petite saleté qui se colle. Vous la grattez, vous allez enlever une lettre. Ça s'appelle effacer. Vous voyez ? Quelquefois, vous avez des pages collées et pour décoller les pages, on force un peu, hop, et on voit que d'un côté, une des pages qui était collée, il y a une lettre qui s'est arrachée. Ça s'appelle effacer. Donc, faire ça avec beaucoup de prudence, surtout dans les Birkat Amazon. Il peut arriver parfois que sur un livre, il y ait de la colle ou de la cire qui soit collée sur une lettre ou sur un mot. Le fait d'enlever cette cire, souvent ça enlève de l'encre, ça s'appelle effacer. On fait bien attention de ne pas effacer. Ça, vous le savez aussi, quand vous avez un paquet de chips, on va dire, on a le droit de déchirer un paquet de chips et sortir tous les chips qui sont dedans, on en parlait. Faites attention de ne pas déchirer sur les lettres, ça s'appelle effacer. Quelquefois sur le bouchon des bouteilles, bon, ça se fait de moins en moins, mais c'est aussi incroyable que ça peut paraître, il y a certains bouchons de bouteilles, des bons herchérim de vin, on est obligé de briser, de casser une lettre pour pouvoir enlever le bouchon de liège. Ça s'appelle aussi effacer, il faut faire très attention. On peut, regarde, on peut mettre le tire-bouchon à côté de la lettre. C'est marqué comme ça, cachère, etc. On peut s'arranger. Mais si on ne prend pas de précaution, on va effacer la lettre, donc c'est encore effacé. Vous voyez, je vous apporte vraiment des cas très, très, très gashmi, quoi, très pragmatique, où on peut être confronté à une lacha qui s'appelle Mochek. Par exemple, dans le Mishkan, on était Mochek certaines lettres, quand il y avait certaines erreurs. Il arrive parfois que vous avez un œuf ou bien certains fruits sur lesquels on a fait des écritures. Sur l'œuf, il y a quelquefois un petit tampon. Faire attention que quand vous cassez la coquille de l'œuf, ne pas couper les lettres qui sont imprimées dans ce tampon, parce que ça s'appelle aussi effacer. Vous voyez, des cas, c'est vraiment des
des interdits qui sont cachés, qu'on peut ne pas voir. Hein. Les papiers, les œufs, les coquilles d'œufs. Je connais quelqu'un qui a, sur les noix, sur les coquilles de noix, il y avait des écritures. Donc, en cassant la coquille, il effaçait les lettres. Bon. Je vais laisser ça pour la semaine prochaine parce que ça va nous entraîner à des grandes discussions. La semaine prochaine, donc, on va traiter un des points qui est vraiment très démarré, c'est est-ce qu'on a le droit de manger des gâteaux sur lesquels il y a des écritures. Il y a une crème qui est écrit bon anniversaire, ou bien les petits biscuits avec dessus, Ossem ou autre chose. Il y a des petites écritures par-dessus. Est-ce qu'on a le droit donc de couper ou croquer ces biscuits? Bon, ça demande des explications. Donc, Bezat Hashem, on va aborder ce sujet, Bezat Hashem, la semaine prochaine. On aura passé les 9 jours, Bezat Hashem, en bonne santé, et que tout se passe bien pour le cas d'Israël, ces jours qui viennent, ces jours de Gvoura, que le Srout, le mérite de la Torah, fasse que tout se passe bien, que tout le monde reste en bonne santé, et on va continuer à s'accrocher, on va continuer à faire comme la tribu de Ménaché, comme j'ai dit au début du Shiur, qui eux, ils avaient un tel amour d'Eretz Israël, que tellement que la Shrina descend en cas d'Israël, que Hachem leur a attribué une partie qui ne sera attribuée que quand Mashiach viendra. Knizi, Kadmoni, Hachem, qui est une partie qui est de l'autre côté du Jourdain, qui n'est pas à nous, pour l'instant. Voilà, messieurs, voilà, mesdames, bonne soirée. Chazak, de vous accrocher comme ça ou à la faute, c'est très très bien, il faut continuer. Kol touf, kol touf. Allez, kol touf. Des bonnes nouvelles. Amen, amen. Kol touf, kol touf. Somme calme, somme calme. Merci beaucoup pour tout le monde. Amen, amen.